1, 2, 3, 4, 5, 6, 117, 118, 119, 120. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, en ce samedi 27 juillet 2019, j'espère que vous allez tous bien. La demoiselle, j'ai voulu lui faire croire que j'ai fait 120 pompes, alors qu'en fait j'en ai fait que 10. J'ai voulu lui faire croire. Faire croire. Faire croire. C'est la spécialité des gens de la NASA, ça. Ah, toutes ces décennies, on nous a fait croire qu'on est allé dans l'espace. Sachez une bonne chose. Toute l'histoire de l'humanité a été jalonnée de mensonges sataniques. Mais à chaque fois, il y a toujours eu la vérité, grâce à Dieu. Dieu a toujours disposé une personne ou plusieurs pour rétablir la vérité. La vidéo en 2 parties que vous allez voir est tellement précise qu'il n'y a rien à rajouter. Toutes les preuves sont réunies pour qu'on comprenne une fois pour toutes qu'on n'est jamais allé dans l'espace. Le point commun entre les 2 vidéos de cette chaîne YouTube et mes vidéos à moi, c'est que ces 2 vidéos subissent les mêmes censures que mes vidéos à moi. Disparition des pouces bleus, attaque de pouces rouges, phénomène étrange dans les statistiques. Maintenant, je suis habitué. Bon visionnage et à très bientôt. La Station spatiale internationale, en anglais ISS, est soi-disant un ensemble de modules placés en orbite terrestre à 400 km environ au-dessus de la Terre. La station pesant 400 tonnes, il n'était pas possible de l'envoyer en une seule fois en orbite. Il y a donc eu soi-disant plusieurs fusées qui ont envoyé des modules dans l'espace et ces modules ont été ajoutés les uns aux autres. La station est soi-disant occupée en permanence par un équipage international qui se consacre à la recherche scientifique dans l'environnement spatial. Elle est ravitaillée en moyenne tous les 2 mois avec un module envoyé depuis une fusée. La station spatiale fait le tour de la Terre en 90 minutes, survolant des régions différentes à chaque passage. C'est la seule partie qui soit vraie, puisqu'on peut l'avoir passée dans le ciel. Mais on verra à la fin de ces vidéos que ce point brillant se dépassant dans le ciel n'est pas une station spatiale. Ce mensonge a déjà coûté plus de 150 milliards de dollars, 10 milliards par an. Envoyer un astronaute soi-disant dans la station spatiale coûte 70 millions de dollars. Aussi incroyable que cela paraisse, toutes les images et vidéos que vous pourrez voir ne sont que des montages. Dans cette première vidéo, on va voir l'accélération que subissent ces astronautes au décollage. Ici, il s'agit d'une fusée Saturne qui a envoyé soi-disant des astronautes vers la Lune, mais en fait ce sont des fusées Soyouz qui sont utilisées. Le fonctionnement est le même. Donc au décollage, la fusée accélère et les astronautes encaissent 4G, c'est-à-dire qu'ils pèsent 4 fois le poids de leur corps. Le premier étage donc qui envoie la fusée, l'accélération augmente jusqu'à 4G. Puis le premier étage est arrêté, c'est le second étage qui est lancé, l'accélération augmente à nouveau jusqu'à 3G. Lorsque cet étage sera arrêté, l'accélération s'arrête, on lance le 3e étage et l'accélération augmente à nouveau jusqu'à 3G,5, jusqu'à ce que le 3e étage s'arrête et l'accélération retombe cette fois-ci à 0. Voici une fusée qui décolle de Baïkonour en Russie, soi-disant encore une fois pour envoyer des astronautes vers la station spatiale. On a vu que pendant le décollage, il y avait 3 phases d'accélération et de décélération. Or, lorsqu'on regarde la vidéo dans son intégralité,
on ne voit pas les astronautes qui subissent ces différentes phases. Lorsque l'accélération augmente jusqu'à 3 ou 4 G, on devrait voir les astronautes collés à leur fauteuil. Lorsque l'accélération s'arrête brusquement pour retomber à 1 G, ça devrait être comme un coup de frein, on devrait voir les astronautes subir un à-coup. Ils ne bougent absolument pas. Lorsque vous subissez un freinage brutal, vous êtes violemment projeté en avant. Là, les moteurs fusées s'arrêtent brusquement et les astronautes ne subissent aucun à-coup. Et puis autre chose, lorsque les astronautes subissent 4 jeux d'accélération, ça signifie qu'ils pèsent 4 fois le poids de leur corps, mais leurs bras aussi pèsent 4 fois le poids. C'est-à-dire qu'un bras pesant 5 kg, celui-ci pèserait près de 20 kg pendant l'accélération. Essayez donc de vous placer 20 kg, par exemple de plomb, autour de votre bras, et essayez de le déplacer comme le font ces astronautes, qui lisent leur manuel d'instruction, qui manipulent les interrupteurs, ou qui font coucou à la caméra. Avec un bras pesant 20 kg, c'est franchement impossible. Et puis autre chose, pourquoi est-ce qu'ils manipulent les interrupteurs? Pourquoi est-ce qu'ils compulsent des manuels d'instruction? Puisque pendant le décollage, tout est entièrement automatisé, tout est entièrement programmé, les astronautes ne peuvent rien faire. Mais c'est vrai que ça ne ferait pas très sérieux de montrer des astronautes assis en attendant que cela se passe. En mai 2013, il y aura une fuite d'ammoniac provenant d'un radiateur situé à l'extérieur de la station spatiale. On voit ici les gouttes qui s'échappent du radiateur dans le vide, les gouttes d'ammoniac. Or, c'est absolument impossible, puisqu'un gaz ou un liquide dans le vide devrait se mettre immédiatement à bouillir, à devenir de la vapeur et donc devenir invisible. En aucun cas, on devrait voir des gouttes d'ammoniac ainsi dans le vide. On le comprend mieux avec l'expérience suivante. On prend un verre avec de l'eau à température ambiante, elle n'est pas chaude l'eau. On met une cloche par-dessus qui va être bien hermétique et on enclenche une pompe à pression, une pompe à vide pardon, pour faire le vide dans la cloche. La pression va diminuer et la pression en diminuant, on va voir petit à petit l'eau qui va se mettre à bouillir alors qu'elle reste à la même température. Et en quelques secondes, l'eau va se mettre à bouillir alors qu'elle reste à la même température. Et ceci parce qu'il y a eu le vide dans la cloche, ou le presque vide. Cela signifie donc que dans l'espace, lorsque les gouttes d'ammoniac qu'on arrête de faire liquide s'échappent automatiquement, l'ébullition s'arrête parce que la pression monte est transformée en vapeur, en gaz, et ne devrait pas être visible comme ceci. On pourrait penser que la vidéo a été très fortement ralentie pour bien montrer les gouttes d'ammoniac s'échappant du radiateur, et donc elle n'aura pas eu le temps de se vaporiser parce que le film a été ralenti. Mais pendant la vidéo, on voit les panneaux solaires qui tournent très lentement à leur vitesse normale, donc ça veut dire que la vidéo n'a pas été ralentie. Et cela confirme que ceci est bien un montage. Chris, thanks. What you guys are doing is perfect. It's exactly what we need. Keep. Un astronaute va lancer un satellite à la main. C'est un tout petit satellite, c'est un cube qui mesure environ 10 cm de côté et qui pèse moins d'1 kg. C'est un satellite péruvien dont le but sera de faire des photos dans l'infrarouge et dans le domaine visible du Pérou. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder comment est-ce que ce satellite va être lancé. Attention. L'astronaute lance le satellite et regardez bien, le satellite tourne sur lui-même. Cependant, dans l'espace, il n'y a pas d'air pour ralentir la rotation du satellite, donc celui-ci va tourner en permanence sur lui-même. Expliquez-moi comment est-ce qu'un appareil photo pourrait-il prendre des photos alors que l'appareil tourne en permanence sur lui-même. Et puis il n'y a pas que ça. Lorsqu'on envoie une fusée depuis la Terre pour mettre un satellite en orbite, le timing et tous les éléments de la trajectoire qui sont extrêmement complexes sont soigneusement calculés. Mais là,
Comment connaître la trajectoire de ce satellite alors qu'il a été lancé à la main? Où est la rigueur scientifique? On peut aussi remarquer le manque de respect de la NASA vis-à-vis du peuple péruvien. Lorsque les Américains envoient un satellite dans l'espace, ce sont des procédures longues et complexes. Là, ils lancent le satellite à la main, comme un objet qu'on jetterait. Les panneaux solaires de la station spatiale délivrent 120 kWh d'électricité en tout. Dans nos maisons, on utilise souvent des radiateurs consommant 1 kWh. Les panneaux solaires de la station pourraient donc alimenter 120 de nos radiateurs de 1 kW pendant 1 heure. Et comme les panneaux solaires ne sont éclairés que pendant 45 minutes, cela correspond à 90 de nos radiateurs pendant 1 heure. Est-ce suffisant pour alimenter tous les appareils de la station spatiale, sachant que ces panneaux solaires ne reçoivent la lumière du soleil que pendant 45 minutes, où ils doivent alimenter la station, mais aussi charger les batteries pour les prochaines 45 minutes d'obscurité. Et pendant ces 45 minutes d'obscurité, les batteries doivent délivrer de l'électricité pour tous les appareils de la station, la lumière, le système de recyclage de l'eau, les radiateurs pour évacuer la chaleur, les appareils des expériences scientifiques, les systèmes de ventilation, les appareils de communication avec la Terre, les bras mécaniques. Et comme d'habitude, on ne trouve aucune information sur la consommation électrique de tous les appareils utilisés. Si on pouvait avoir ces informations, on verrait certainement que l'ensemble demande beaucoup plus d'énergie que ce que les panneaux solaires peuvent fournir. Les astronautes font des cabrioles, se déguisent en gorilles, jouent avec des skis, avec un tapis volant, ou jouent au foot. Ils ont le droit de profiter de leur temps libre comme ils le veulent, mais trouvez-vous normal qu'ils s'amusent ainsi en apesanteur, au milieu de nombreux câbles d'ordinateurs, d'interrupteurs, au milieu d'expériences scientifiques finement calibrées, coûtant des millions de dollars et soi-disant fondamentales pour la recherche? Franchement, est-ce sérieux pour un laboratoire scientifique coûtant 10 milliards de dollars par an? Regardez la chevelure de Cady Coleman. Ça vous paraît pas étrange? On dirait que ses cheveux sont fixés avec de la laque ou avec du gel. Ils sont rigides, alors qu'ils devraient se déplacer librement dans l'espace. Si on compare avec un vol en apesanteur, qui lui est bien réel, ne vous occupez pas de la première personne qui tourne dans le vide, et regardez derrière une personne qui fait un jogging, un jeune qui avec une flèche, ses cheveux ressemblant un peu à ceux de Cady Coleman se déplacent tout à fait librement en apesanteur. Rien à voir avec la chevelure de Cady Coleman. Une autre astronaute, Sunita Williams, pareil, on a l'impression qu'elle a les cheveux fixés avec de la laque ou avec du gel, ou alors qu'ils sont sales. C'est pas parce qu'on est en apesanteur que les cheveux n'ont pas d'inertie. Ils devraient se déplacer librement, ils devraient flotter librement, comme par exemple les cheveux de ces jeunes étudiants dans un vol réel, bien réel en apesanteur. Rien à voir avec la chevelure de Sunita Williams. Une autre image de Sunita Williams, pareil avec ses cheveux qui sont fixés, qui sont rigides. En tout cas, qui ne flottent pas du tout de façon naturelle. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec les cheveux de ces étudiants qui flottent librement dans des vols bien réels en apesanteur. Voici maintenant l'astronaute Karen Lindberg. Pourquoi ses cheveux flottent-ils ainsi vers le haut? Ça ne peut pas venir d'une ventilation ou d'une aspiration. On verrait dans ces cas cette pièce de tissu se déplacer avec les courants d'air. Et surtout, à la fin de cette vidéo, on voit Karen Lindberg qui fait une sorte de roulade. Et regardez, les cheveux ne suivent pas les courants d'air qu'il devrait y avoir s'il y avait une aspiration ou une ventilation. Ça ne peut pas être l'électricité statique, sinon on verrait ces cheveux se déplacer, être écartés les uns des autres à cause des charges électriques, comme avec ces jeunes enfants. Vous voyez, cela n'a absolument rien à voir avec les cheveux de Karen Lindberg. Et donc, pourquoi ces cheveux se déplacent vers le haut? On revient à nouveau sur la vidéo avec Sunita Williams et ses cheveux permanentés, et regardez derrière, il y a un câble blanc qui est parfaitement fixe. S'il y avait une ventilation ou une aspiration, ça devrait générer des courants d'air et donc ce câble devrait bouger. De même, les mouvements que fait Sunita Williams créent des courants d'air. Le câble ne pèse absolument rien puisqu'il est en apesanteur. Il devrait se déplacer avec ces courants d'air. Or, on voit qu'il est absolument rigide, fixe. C'est la preuve que cette image derrière est en fait un décor, une photo qui a été insérée.
La station est composée de plusieurs modules, le tout faisant 108 mètres de long. Sur une telle longueur, la station ne peut pas être rigide, particulièrement entre les modules, pour plusieurs raisons. Il y a la rotation des 12 très grands panneaux solaires, qui doit transmettre des vibrations et amène nécessairement des phénomènes de résonance. Il y a les mouvements des astronautes qui se transmettent à la structure lorsqu'ils s'accrochent aux barres pour se déplacer. Ou bien lorsqu'un nouveau module de plusieurs tonnes s'arrime à la station, il ne pèse rien en apesanteur, mais il a une inertie importante. Il y a la manipulation des bras robotisés, qui déplacent des masses de parfois plusieurs centaines de kilos, qui ont eux aussi une grande inertie. Ou lorsque des moteurs fusées sont allumés pour réorienter ou rehausser la station. Cela génère un moment de force importante parce que ces moteurs fusées sont placés à une seule extrémité de la station. Il y a aussi les très importantes variations de température des parois entre le jour et la nuit. Toutes les 45 minutes, la partie extérieure de la station passe d'une température de moins 150 degrés dans l'obscurité à une température de plus 120 degrés au soleil. Puis 45 minutes repasse à une température de moins 150 degrés. Les métaux composant les parois de la station spatiale s'allongent ou se contractent toutes les 45 minutes. Et cela n'a causé aucun dommage en 16 ans. Sur Terre, tous les avions sont contrôlés chaque année pour voir s'ils n'ont pas des micro-fissures. Mais la station spatiale, en 18 ans, n'aurait subi aucune fissure. Dans cette vidéo, un astronaute se prépare à retourner sur Terre en utilisant le vaisseau russe Progress. On le voit filmer l'intérieur de la station spatiale, on suppose pour montrer à ses proches, à sa famille, à ses amis qui sont restés sur Terre. Bien entendu, tout ceci n'est que montage vidéo, image de synthèse, il n'y a rien de réel de là-dedans. Il ne s'agit que d'un film. La caméra d'astronaute donc glisse à l'intérieur de la station spatiale, puis il filme deux hublots et un hublot central. Et dans ce hublot central, on voit le vaisseau Progress qui le ramènera sur Terre plus tard, soi-disant. Remarquez bien la dimension du vaisseau. Puis la caméra glisse vers un autre hublot. Elle fait un léger zoom. Il y a aussi un élément curieux, on a l'impression que le vaisseau ne se déplace pas par rapport à la Terre. Il semble parfaitement immobile. Ou alors il se déplace vraiment trop lentement. Puis l'astronaute revient sur le hublot initial et vous allez voir, le vaisseau Progress est beaucoup plus grand. Voici maintenant une capture d'écran montrant le même hublot à deux moments différents, à gauche lors de la première prise de vue et à droite lors de la seconde prise de vue lorsque le film a été un petit peu zoomé. Et vous remarquez que le vaisseau Progress est beaucoup plus grand que de la prise de vue numéro 1. Ce qui est impossible, ça ne respecte pas les proportions. C'est bien le même hublot, j'ai entouré en rouge un petit point pour bien montrer qu'il s'agit du même hublot. Voici donc une capture d'écran du hublot en début de la séquence, une capture d'écran du même hublot à la fin de la séquence, et regardez, j'ai indiqué avec une flèche l'ombre sur le vaisseau Progress. Pendant la séquence, le caméraman, l'astronaute, a fait un léger zoom, ce qui fait que le hublot fin de séquence paraît plus gros. Mais voyez, il faudrait faire un zoom beaucoup plus important pour obtenir la même dimension de l'ombre sur le vaisseau Progress. C'est donc la preuve qu'il s'agit d'un montage vidéo, mais qui a été mal fait. En 2012, l'astronaute Don Petty aurait filmé une éclipse solaire depuis la station spatiale. Comment se fait-il que l'image est de si mauvaise qualité? D'habitude, il nous montre des images de haute définition. Pourtant, à bord de la station, ils ont une quantité d'appareils photo de caméra de haute qualité. C'est du bon matériel. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une image de si mauvaise qualité? Non seulement cette image est mauvaise, elle est floue, mais en plus, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus d'images? Pourquoi est-ce que par exemple ils n'ont pas fait un zoom sur l'éclipse? On aurait pu voir plus de détails dans les nuages ou sur Terre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plus de photos? On ne trouve qu'une seule photo de cette éclipse. Et quand on regarde la photo, on se demande vraiment si c'est une photo réelle ou si ça a été quelque chose de retouché ou fait par ordinateur. On ne peut pas prétexter qu'ils ont été surpris, puisqu'ils savent depuis longtemps à l'avance qu'il va y avoir une éclipse, donc ils devaient se préparer.
avec du matériel. Ils sont plusieurs à bord, il devrait dû être plusieurs à bord à faire le film. Non, on n'a qu'une seule vidéo de mauvaise qualité et une seule photo de très mauvaise qualité aussi. De plus, encore une fois, voir une éclipse depuis la station spatiale doit être un événement assez rare. On se demande pourquoi ils n'ont pas mis plus de moyens photos et vidéos pour filmer cette éclipse. La réponse à cette question est simple. La station spatiale n'existant pas, c'est impossible de réaliser un trucage vidéo de qualité d'une éclipse vue depuis la station spatiale. Toutes les images de la station spatiale sont des images de synthèse couplées avec des images réelles. Et les images de synthèse ont parfois des bugs. Regardez bien la main, Samantha Cristoforetti. On va revoir l'image au ralenti. Et vous voyez la main qui se pixelise. Une autre image avec deux astronautes qui sont interviewés. Et regardez bien la main de l'astronaute qui est en train de parler. Elle change de couleur. On va revoir l'image au ralenti. Et vous voyez la main qui change de couleur. Une troisième séquence vidéo. Regardez bien la main de cet astronaute qui se dédouble plusieurs fois. On va revoir l'image à nouveau au ralenti. Regardez bien la main de l'astronaute qui va se pixeliser et se dédoubler. On pourrait penser qu'il s'agit d'une erreur dans la transmission du fichier, d'un bug par exemple. Dans ces cas-là, on devrait voir apparaître ces bugs sur d'autres parties de la vidéo, sur une paroi, sur une partie fixe. Or, il se trouve que ces bugs n'apparaissent que sur les mains des astronautes, des pixelisations, des colorisations. C'est bien la preuve que le programme d'image synthèse n'arrive pas très bien à gérer, par exemple, les mains en déplacement rapide. D'ailleurs, quand vous faites des images avec une caméra, avec une GoPro, vous ne voyez jamais apparaître ce genre de problème. Tout corps reste dans l'état où il se trouve tant qu'il n'y a pas une force extérieure qui agit sur lui. C'est la première loi fondamentale de la mécanique énoncée par Newton. Ça signifie que par exemple dans l'espace, si vous jetez un objet devant vous, il continuera éternellement tout droit sans jamais changer de direction tant qu'il n'y a pas une force qui va le faire dévier. Regardez bien en bas à gauche de la vidéo, vous allez voir apparaître un objet qui se déplace d'une façon plutôt curieuse. Attention, ça va assez vite. On le regarde à nouveau. Et maintenant au ralenti. Comment expliquez-vous le déplacement de cet objet? Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc pas de courant d'air. Il n'y a aucune raison que cet objet se déplace ainsi. Et selon la loi de Newton, il devrait se déplacer en ligne droite. La seule explication, comme on le verra plus tard, est que ces images ont été tournées dans une piscine et que cet objet remonte à la surface de l'eau. Et ce sont les mouvements de l'eau qui donnent cette trajectoire. Regardez cette vidéo de l'agence spatiale chinoise. Vous voyez cette bulle qui est sortie du scaphandre de l'astronaute, on va le revoir une autre fois. Comment expliquez-vous qu'une bulle d'air sorte ainsi du scaphandre de l'astronaute? Dans le vide de l'espace, cette bulle devrait immédiatement disparaître et être transformée en vapeur. On voit cette image encore au ralenti. C'est impossible qu'une bulle d'air sorte ainsi du scaphandre. Et si ce n'est pas une bulle d'air, c'est un objet, il n'y a aucune raison que cet objet s'écarte ainsi du scaphandre de l'astronaute. Si la bulle semble avoir une forme un petit peu étrange à la fin de la vidéo, c'est en fait parce que la bulle, en remontant à la surface, accélère, et la vidéo ne rend pas très bien ce mouvement. C'est la preuve encore une fois que ces images ont été tournées en piscine. Lors des interviews, on voit souvent les astronautes qui rebondissent pour donner l'impression qu'ils sont en apesanteur. En accéléré, c'est carrément comique. Mais ça pose un gros problème, parce qu'on est en apesanteur justement. Et lorsque l'astronaute pousse avec ses pieds pour monter vers le haut,
pour redescendre vers le bas, il faut nécessairement qu'il tire avec ses pieds, accrochés à une sangle ou à une barre, pour redescendre. Or, s'il se tient par les pieds à une barre, il ne peut pas monter aussi haut. Il n'y a pas plus de 10 cm de latitude. Et là, on voit qu'il monte d'au moins 30 cm. Admettons qu'il ne se tienne pas les pieds accrochés à une barre, comme les autres astronautes derrière, mais à un élastique tendu en travers. Déjà, on peut se demander comment ça se fait que l'astronaute qui est juste à gauche ne subisse pas les mouvements de l'astronaute kangourou. Et s'il y avait un seul élastique pour l'astronaute kangourou, il ne pourrait pas monter autant, avoir autant de latitude dans son mouvement. Et même, finalement, pensez-vous qu'en étant les pieds accrochés à un élastique, il pourrait se déplacer ainsi dans l'air? On a plutôt l'impression qu'ils sont suspendus à des câbles, et ces câbles seront effacés au montage, comme on le verra plus tard dans le reste de la vidéo. Notre vidéo est encore plus flagrante. Regardez bien l'asiatique sur la droite. Il va pousser avec ses pieds. Qu'est-ce qui le fait redescendre? C'est impossible qu'il redescende ainsi de lui-même. Il faudrait qu'il tire avec ses pieds. Voici au ralenti. Mais il n'y a rien qui le retient avec ses pieds. Et il redescend quand même. Et quelle force le fait redescendre? Ils sont en apesanteur. Il n'y a aucune raison qu'il redescende comme ça de lui-même. Encore une erreur avec leur trucage. Lorsqu'on court, on pousse avec une jambe pour s'élever. Et immédiatement, l'attraction terrestre nous attire et on retombe vers le sol. Mais dans une station spatiale, ici il s'agit de Skylab en 1975. Remarquez au passage les prouesses de ces astronautes. En fait, ce sont des images réalisées dans un avion sans gravité. L'astronaute est en apesanteur, et lorsqu'il court et qu'il pousse avec une jambe pour s'élever, il n'y a pas d'attraction pour le faire revenir vers le sol. Il devrait donc continuer à s'élever, à monter jusqu'à heurter un obstacle. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans cette vidéo, puisque l'astronaute pousse sur ses jambes pour s'élever et redescend au lieu de continuer à monter, ce qui est contraire aux lois de l'apesanteur. Chaque astronaute respire environ 10 000 litres d'air par jour et rejette environ 1 kg de gaz carbonique par jour, soit pour 6 astronautes 200 kg par mois. Le gaz carbonique CO2, qui est rejeté par les astronautes, est absorbé par des cartouches contenant de l'hydroxyde de lithium, la réaction formant du carbonate de lithium. Il faut donc éliminer chaque mois plusieurs centaines de kilogrammes de carbonate de lithium. Concrètement, comment cela se passe? Comment est-ce qu'ils éliminent ces cartouches de carbonate de lithium? Où et comment est-ce stocké? Comment est-ce éjecté de la station spatiale? Il n'y a aucune information à ce sujet. Mais surtout, puisqu'on a retiré du gaz carbonique, il faut rajouter un volume d'air. Comment est déterminée la quantité d'oxygène à rajouter pour rééquilibrer la pression ambiante et la proportion des différents composants de l'air? Depuis 16 ans que la station spatiale est en orbite sans jamais revenir à Terre, il n'y a jamais eu de grosse panne. Certains appareils qui sont extrêmement complexes fonctionnent toujours parfaitement. Par exemple, le Water Recovery System, qui recycle en permanence les eaux usées de la station spatiale, coûte 150 millions de dollars. On se doute qu'un tel appareil doit avoir des parties mécaniques d'une grande précision pour coûter si cher. Et comment est faite la maintenance d'un tel appareil? Il faut des techniciens très spécialisés pour cela. Comment réparer une mécanique aussi délicate? Là aussi, il faut des outils très spécialisés. Il y a aussi une quantité d'autres appareils complexes et fragiles. Par exemple, le système de rotation des panneaux solaires qui tourne sur leur axe pendant 16 heures par jour, tous les jours. Il y a le système de pompe pour le recyclage de l'eau et les tuyauteries. Il n'y a jamais eu de filtre bouché, de tuyauterie qui lâche en 16 ans. Il y a le système de ventilation avec des pompes et des gaines installées sur les 100 mètres de longueur de la station spatiale. Il y a les radiateurs et là aussi tout le système de tuyauterie. Il y a tout le système électrique qui doit être extraordinairement complexe. Et depuis 16 ans, il n'y a jamais eu de pièces qui s'usent, d'autres qui se cassent, avec des appareils qui fonctionnent presque en permanence et dans un environnement aussi hostile que l'espace. Et pour réparer cela, il ne suffit pas d'avoir un marteau et 3 tournevis, il faut un véritable atelier avec du matériel lourd, de l'outillage, un établi et des pièces de rechange. Il n'existe rien de tout cela dans la station spatiale. Sur aucun des plans de la station spatiale, vous ne trouverez une partie atelier. Pourtant, depuis 16 ans, tout fonctionne parfaitement avec seulement quelques pannes mineures.
Les parois de l'intérieur de la station sont tapissées d'une quantité de câbles, de matériel divers, d'appareils, d'ordinateurs. Mais pourquoi tous ces câbles sont apparents? Avec un budget de 10 milliards de dollars par an, les agences spatiales ne pouvaient pas trouver un meilleur moyen pour organiser l'intérieur? Il ne s'agit pas d'esthétique, mais de l'aspect pratique. On voit souvent les astronautes se déplacer très rapidement en apesanteur. Comment croire qu'ils ne s'accrochent jamais par mégarde à un de ces câbles, arrachant les connexions? Des gouttes d'eau s'échappent chaque fois qu'ils utilisent de l'eau. Quand ils transpirent, parce qu'ils font du sport, quand ils boivent, quand ils se lavent les mains ou quand ils s'amusent. Mais ces gouttes d'eau ne tombent pas au sol puisqu'il n'y a pas de pesanteur. Elles restent en suspension jusqu'à ce qu'elles arrivent sur un objet. Or on a vu que l'aspiration n'est pas assez puissante pour attirer ces gouttes d'eau. Elles finiront donc par se déposer sur les claviers d'ordinateur, entrant dans les connexions électriques, les micros de communication et sur les appareils divers. Tout l'intérieur de la station doit être humide, voire franchement mouillé par endroits. Pourtant, l'astronaute Frank DeWine explique bien que l'eau est très dangereuse dans la station spatiale parce qu'il y a beaucoup d'électricité partout et qu'il faut faire très attention. So water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity. So we need to be very careful not to spill it. So we just put a little. Pourtant, ces astronautes semblent avoir oublié que l'eau dans la station spatiale c'est dangereux. Math and science were kind of my favorite subject. I didn't really like English in reading too much, but I've since grown out of that and I enjoy reading now. And I played a lot of sports. Cet astronaute est en train d'expliquer à un étudiant quel était son parcours scolaire pour être maintenant dans la station spatiale. Écoutez bien ce qu'il va dire. And all of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. Tout ceci est arrivé dans une petite ville appelée York, Maine, à travers les USA, dont nous sommes en train de vous parler maintenant. Alors soit l'astronaute a oublié qu'il est dans la station spatiale, ce qui est plutôt curieux, soit il reconnaît qu'il est en train de faire un film aux États-Unis, dans un studio. Recycler de l'eau pour la rendre buvable est un processus complexe qui prend énormément de place et de temps. Il faut une grande quantité de filtres, de tuyauteries, de pompes et de produits. Pourtant, la NASA a miniaturisé une station d'épuration à la taille d'une armoire pour la modique somme de 147 millions de dollars. Mais comment sont traités les résidus solides restant après le recyclage de l'eau? Où et comment sont-ils stockés? Comment sont-ils évacués concrètement? Comment font-ils avec les odeurs? Surtout, l'eau qui a été filtrée n'est pas potable. Il faut encore la traiter pour éliminer les bactéries nocives, ajouter des dizaines d'éléments minéraux en quantité infinitésimale. Parce qu'une eau qui n'est pas équilibrée en éléments minéraux est toxique pour le corps, occasionnant rapidement des problèmes de santé. Or, une balance ne fonctionne pas en apesanteur puisqu'il n'y a pas de gravité. C'est donc impossible de peser des éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau de boisson des astronautes. Comment font-ils pour incorporer des éléments dont la proportion est de moins d'1 milligramme par litre d'eau, même pas le poids d'un cheveu? Puisqu'ils ne peuvent pas peser, alors ils mesurent des volumes. Mais comment font-ils concrètement pour prendre plusieurs volumes de quelques millimètres cubes de nombreux éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau qu'ils ont recyclée? Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche, car l'eau ne coule pas en apesanteur. Elle reste collée au corps. De leur côté, pour j'allais dire prendre sa douche, mais évidemment il n'y a pas de douche dans la station spatiale, on va dire faire sa toilette avec des lingettes. Ils doivent donc mouiller une serviette et se nettoyer avec. Cela peut aller pour se nettoyer le visage comme le fait cet astronaute, mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois, plus d'1 an pour certains. Sachant qu'en plus ils transpirent, puisque chaque jour ils doivent pratiquer une activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. Ils doivent sentir bon après 6 mois passés dans la station spatiale à se laver ainsi. Imaginez que vous ne pouvez vous nettoyer qu'avec des serviettes humides pendant des mois et après avoir pratiqué du sport. Les astronautes se lavent aussi les cheveux avec un shampoing sans rinçage, puis ils s'essuient avec une serviette. Imaginez les femmes astronautes qui ont de longs cheveux dans la station spatiale.
Dans quel état seront-ils après plusieurs mois de ce traitement? Est-ce qu'ils auront cet aspect-là bien sec, bien propre, ou plutôt cet aspect-là? On ne peut pas uriner dans l'espace comme on ferait sur Terre, parce que cela rebondirait partout sur la cuvette des toilettes et se répartirait partout dans l'habitacle. On utilise donc un petit entonnoir, différent pour les hommes et pour les femmes. On place cet entonnoir au bout de ce tuyau, on ouvre une vanne et l'aspiration va aspirer directement les urines vers le système de recyclage. Ensuite, à chaque fois que vous allez uriner, il faudra nettoyer le petit entonnoir avec des serviettes humides. Pour le numéro 2, les astronautes placent un sac dans le récipient des WC, ils font leur affaire, puis ils doivent fermer ce sac à la main. Le sac est alors aspiré dans un conteneur, et pour terminer, ils doivent nettoyer la cuvette avec des serviettes, puis bien sûr se nettoyer les mains, toujours avec des serviettes. Lorsqu'ils sont malades, comment se passe l'expulsion en apesanteur des gaz et autres matières liquides ou semi-liquides qui sont émises sous pression? Sur Terre, cela a tendance à barbouiller la cuvette des WC, mais en apesanteur, ça ne barbouille pas, ça va rebondir, il ira se promener dans tout l'habitacle, maculant copieusement l'arrière de l'astronaute, ses habits, ses cheveux, entrant dans ses narines et dans ses yeux. Les WC sont un nid à bactéries. Ils doivent être faciles à nettoyer. Mais les WC de la station spatiale sont équipés de manettes, de tuyaux, d'endroits inaccessibles. Imaginez nettoyer ceci avec des serviettes. Dans quel état cela doit être après 16 ans d'utilisation quotidienne? Et par 6 personnes tous les jours. Sans pouvoir utiliser de brosse, uniquement avec des serviettes humides. Mais ça doit être beau. Dans cette vidéo, les astronautes expliquent à un journaliste comment fonctionnent les WC. Pourquoi ont-ils besoin d'être deux pour expliquer comment cela fonctionne? L'un qui les manuels d'instruction et l'autre qui le met en pratique. Après avoir passé plusieurs mois dans l'espace, donc en ayant utilisé ces toilettes tous les jours, ils n'ont pas acquis des automatismes et ont besoin d'un manuel d'instruction pour expliquer comment cela fonctionne. Voici donc le conteneur d'excréments dans lequel les petits sacs d'excréments des astronautes sont aspirés. Remarquez sa dimension. 6 astronautes qui font leurs besoins tous les jours, ça doit vite se remplir. Et lorsque ce conteneur est plein, les astronautes l'amènent dans un vaisseau cargo qui l'évacuera dans l'espace. Et il se consumera dans l'atmosphère terrestre. Mais concrètement, comment cela se passe? Comment le conteneur d'excréments est-il stocké dans le vaisseau cargo? Puis concrètement, comment est-ce qu'il est évacué de la station? Mécaniquement, on va dire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune vidéo montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche? Vous ne trouverez aucune information technique sur la façon dont sont évacués les déchets des astronautes. Ils nous donnent une quantité d'informations théoriques, de beaux schémas, mais aucune explication concrète sur la partie mécanique. Et comment croire qu'un stock de dizaines de sacs d'excréments fermés à la main ne dégage aucune odeur et la station spatiale est entièrement fermée, il n'y a aucune ventilation venant de l'extérieur? Pourquoi la NASA et les agences spatiales laissent-elles les astronautes se promener dans la station spatiale avec les cheveux libres? Ces cheveux vont se promener partout dans l'habitacle. Pourtant, la station spatiale est un laboratoire. De plus en apesanteur, ces cheveux ne se déposeront pas sur le sol. Ils resteront dans l'air ambiant et les astronautes vont les aspirer par le nez, par la bouche lorsqu'ils respirent. D'où l'importance et la nécessité que les astronautes portent un bonnet comme dans tout laboratoire. Mais bon, le seul but de ces vidéos étant de promouvoir les vols spatiaux, ce serait pas très commercial de montrer une astronaute avec un bonnet. Lorsque les astronautes se préparent à manger, il y a parfois des miettes ou des morceaux de nourriture, ici c'est un bonbon ou un petit pois, je sais pas. Lorsqu'ils se rasent et qu'ils se coupent les cheveux, il y a parfois des cheveux qui s'envolent et qui restent en apesanteur. Lorsqu'ils jouent avec de l'eau, il y a des gouttes d'eau qui s'échappent dans tous les sens. Or, Samantha Cristoforetti explique que lorsqu'elle se coupe les ongles, elle doit le faire très près de la grille d'aspiration, sinon les ongles restent en apesanteur. Lorsque Karen Lismerg se lave les cheveux, on va avoir des gouttes d'eau qui s'échappent et elles partent du côté opposé à la grille d'aspiration. Cela signifie que les grilles d'aspiration ne sont pas très puissantes, ou du moins pas suffisamment puissantes pour aspirer tous ces débris.
Si les grilles d'aspiration étaient suffisamment puissantes, on verrait les cheveux des astronautes voler dans ces courants d'air, on verrait leurs chemises bouger dans ces courants d'air. Ce n'est pas du tout le cas, ils restent statiques. Cela signifie donc que tous ces débris, les miettes de nourriture, les cheveux, les poils, les ongles, les poussières, les fils qui s'échappent des habits, sont dans l'air autour des astronautes en apesanteur en permanence, et ceux-ci les respirent, ils rentrent dans les narines, dans la bouche. Ils devraient sans arrêt être en permanence en train de tousser. Une dernière chose qui est curieuse, regardez l'état du filtre de la grille d'aspiration. Elle semble toute neuve, comme sortie de son emballage. Il n'y a pas un grain de poussière, pas un cheveu, pas un poil. Alors qu'elle sert depuis plusieurs années dans la station. Curieux, non? Et savez-vous pourquoi est-ce qu'il nous montre des grilles d'aspiration toutes propres? Parce que le seul but de ces vidéos est de promouvoir ces prétendues missions spatiales pour que nous continuions à contribuer avec nos impôts sans discuter. Et ce ne serait pas très commercial de montrer une grille sale. Il doit y avoir de la moisissure partout, avec cette humidité permanente, mélangée de nourriture, flottant en apesanteur, aux cheveux, le tout à une température de 22-23 degrés. Les bactéries doivent proliférer. On nous dira que la station spatiale a été construite en salle étanche, qu'elle est stérilisée et donc il n'y a aucune bactérie. Mais notre corps, et plus particulièrement notre intestin, recèle des milliards de bactéries indispensables à la digestion. Or, une part de ces bactéries intestinales sont nécessairement éliminées avec les excréments, et avec l'apesanteur, elles auront tendance à se disperser partout dans la station, et donc à développer des foyers de moisissure. Pourtant, l'intérieur de la station est toujours parfaitement propre, comme neuf, depuis plus de 15 ans. Voici une photo du module Kibo de la station spatiale, qui est en place depuis 2009, et donc depuis 7 ans, regardez, il est parfaitement propre, pas une seule trace d'humidité, pas une seule trace de moisissure. Comment se passe la digestion? Lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit, le bol alimentaire s'accumule dans le fond de l'estomac grâce à la pesanteur où il reste à peu près immobile. Puis, une fois que la digestion est suffisamment avancée, une porte appelée le pylore s'ouvre et libère petit à petit le contenu dans l'intestin. Mais dans l'espace où il n'y a pas de gravité, le chyme, c'est la bouillie pour l'indigestion, ne resterait pas au fond de l'estomac. Elle formerait une boule liquide se promenant et rebondissant sur les parois de l'estomac selon les déplacements des astronautes. D'une part, cela doit être très désagréable, cette boule de liquide se déplaçant en permanence en apesanteur dans l'estomac. Mais surtout, la digestion se ferait très mal, puisque le bol alimentaire n'est pas en contact permanent avec les parois de l'estomac. Et lorsque le pylore s'ouvrira, rien ne passera dans l'intestin, puisque la bouillie liquide ne sera pas en contact avec le pylore. La digestion des aliments ne peut donc jamais se faire. Et malgré tout, les astronautes ne sont jamais malades. Que se passe-t-il si un astronaute a subitement un problème de santé sérieux? Une grosse rage de dents par exemple. C'est impossible de le renvoyer sur Terre puisque déterminer la trajectoire de retour est extrêmement complexe et cela doit se faire à un moment et un endroit bien précis pour pouvoir poser le véhicule de retour là où on le veut. Donc le malade attend plusieurs semaines avant de pouvoir revenir sur Terre. Il prend des médicaments pendant tout ce temps pour apaiser la douleur. Or une rage de dents signifie qu'il y a peut-être un abcès en train de se développer. Cela peut vite devenir très grave, au point de nécessiter une opération chirurgicale rapide. Comment ça se passe alors? Il n'y a pas de matière de chirurgie dans la station spatiale, et les astronautes n'ont certainement pas les compétences pour cela. Comment se fait-il qu'en 16 ans, aucun astronaute n'a jamais eu de sérieux problèmes de santé dans les conditions où ils vivent, soi-disant? Aucun humain n'a expérimenté plus de 20 secondes consécutives en apesanteur dans des vols zéro gravité, des avions équipés pour cela. Après ces 20 secondes, l'avion doit reprendre de l'altitude pendant une dizaine de minutes avant de pouvoir recommencer une nouvelle descente en apesanteur de 20 secondes. Et ceux qui ont tenté l'expérience des vols en apesanteur ont tendance à vomir, à tel point que l'avion destiné à ces vols sans gravité a été baptisé Vomit Comet, pour des durées de 20 secondes seulement. Mais les astronautes ne restent pas 20 secondes dans la station spatiale, ils y restent plusieurs mois, plus d'un an pour certains. Alors le corps humain n'est pas du tout adapté à un tel environnement où il n'y a ni haut ni bas. Cela doit perturber complètement les mécanismes internes de l'équilibre, ceux de la digestion, de la circulation sanguine et de façon autrement plus grave que ce qu'on nous en dit. C'est impossible qu'ils prennent des médicaments pendant plusieurs mois de leur poids tendu ce jour, cela les rendrait encore plus malades.
De plus, puisqu'il dispose de sacs spéciaux pour vomir, c'est que le problème se présente parfois. Mais lorsqu'un astronaute dans la station spatiale a tout à coup le besoin de vomir, il n'a pas nécessairement un sac juste sous la main. Alors les particules et liquides régurgités flotteront en apesanteur, se déposant dans les cheveux, entrant dans les yeux, dans les narines, tachant les vêtements. Et surtout, flottant en apesanteur dans l'habitacle pour encore un bon moment. Comment les astronautes peuvent-ils supporter de telles conditions de vie pendant plusieurs mois? La mission des équipages des sous-marins sous l'eau dure 70 jours parce qu'il a été démontré que des hommes à bord d'un espace aussi confiné qu'un sous-marin et sans possibilité d'en sortir supportent très mal de rester plus de 70 jours ensemble. Au-delà de cette limite, des tensions suffisamment fortes risquent de se créer et de mettre en péril la vie de l'ensemble de l'équipage. Mais les astronautes restent souvent plus de 6 mois dans la prétendue station spatiale. Certains sont même restés 1 an et demi. Ils subissent une apesanteur permanente. Ils sont enfermés sans aucune possibilité de sortir. Là, on voit l'astronaute qui va se coucher dans sa chambre. Imaginez donc dormir pendant 1 mois, voire 1 an, dans un espace comme celui-ci. Ils n'ont jamais de soleil, jamais d'air frais. Ils ne mangent que de la nourriture déshydratée. Ils ne boivent que de l'eau recyclée provenant de leurs urines et de leur transpiration. Ils vivent dans un environnement sale, malgré ce qu'on nous montre. Ils sont sales. Ils portent des habits sales. Ils sont à chaque instant dans des conditions de risque extrêmes. Il suffirait d'un infime incident, une panne d'électricité, une fissure dans les parois, une météorite ou un débris de satellite percutant la station, et la situation deviendrait gravissime, voire mortelle en quelques secondes. Mais sur les vidéos, les astronautes sont toujours souriants, font les clowns, ne semblent jamais souffrir des conditions dans lesquelles ils vivent soi-disant depuis plusieurs mois. L'espace est parcouru en permanence par des météorites de toute taille et des dizaines de millions de débris qui sont en orbite autour de la Terre. Ces débris proviennent des restes de lancements de fusées et de collisions entre satellites. La position et la trajectoire des débris les plus volumineux est connue, mais la majorité, soit plusieurs millions, sont des objets ne pesant que quelques grammes et se déplaçant à 28 000 km/h. De plus, chaque année, la Terre traverse des essaims de météorites où le nombre de météorites est si important qu'on peut en voir jusqu'à plusieurs milliers par heure, comme Léonide en 2002. La vitesse de la station spatiale étant de 28 000 km/h, la vitesse d'une météorite pouvant dépasser 100 000 km/h. Vous avez bien entendu, une vitesse de 100 000 km/h. L'impact d'une météorite de la taille d'un grain de sable correspondrait à l'impact d'une boule de pétanque lancée à 100 km/h. Imaginez les dégâts que ça occasionnerait sur les parois de la station ne faisant que quelques millimètres d'épaisseur. L'air s'échapperait rapidement et les astronautes n'auraient même pas le temps de se mettre à l'abri. Sur certaines parties, la protection contre les météorites est constituée d'une feuille d'aluminium de 1,5 mm d'épaisseur, séparée de la coque par une couche de Kevlar. Pensez-vous qu'une couche d'aluminium et une de Kevlar pourront amortir l'impact équivalent à celui d'une boule de pétanque lancée à 100 km/h? Et dans les nombreux endroits où il n'y a pas cette protection, comment ça se passe s'il y avait un impact de météorite? Admettons que le risque d'être percuté par une météorite soit très faible. Selon la NASA, il n'y aurait eu que 2 impacts et un trou dans un des panneaux solaires. Un impact dans l'une des parois de la station, un autre sur le pare-brise de la navette spatiale, et un trou dans un des panneaux solaires. Bien sûr, rien de grave, les parois ont résisté à ces impacts. Quelle chance, en 16 ans dans l'espace! Remarquez aussi qu'il n'existe qu'une seule photo de ces impacts. Pourquoi n'en ont-ils pas fait plusieurs? Pourquoi n'ont-ils pas fait des vues plus larges? Peut-être parce que le trucage photo serait trop visible. De plus, le flux de micrométéorites, ce sont les poussières de météorites, est beaucoup plus important. Les impacts sur les parois de la station spatiale ne causeraient pas de dégâts, mais devraient au moins laisser des traces. Voici l'impact laissé par une balle de 9 mm dans une plaque de métal. Une micrométéorite de quelques millièmes de grammes se déplaçant à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde arriverait avec la même énergie que cette balle et laisserait donc le même impact. Et pourtant, il n'y a pas une seule trace sur la station, pas une seule rayure, pas une seule marque, alors qu'il y a un flux continu de micrométéorites et de dizaines de millions de débris de satellites orbitant à très grande vitesse autour de la Terre. Les panneaux solaires de la station spatiale ont une surface totale de 2500 m² et sont fixés sur un film plastique très fin. Eux n'ont aucune protection contre les météorites et les poussières de météorites.
Celle-ci arrivant à plusieurs kilomètres par seconde passerait au travers ces panneaux comme au travers d'une feuille de papier. Et ces panneaux devraient être constellés de trous causés par ces météorites et ça devrait couper les connexions électriques. Pourtant, ils sont en parfait état de fonctionnement et ne présentent aucun trou. Curieux, non, après 16 ans passés dans l'espace. Et ce n'est pas un problème non plus pour les astronautes qui sortent dans l'espace. Ils peuvent rester jusqu'à 6 heures hors de la station. Et un objet pesant 1 millième de gramme et arrivant à la vitesse de 30 km par seconde aurait la même énergie qu'une boule de pétanque lancée à 100 km/h. Mais si l'objet pèse 1 gramme, il aurait alors la même énergie qu'un poids de 10 kg lancé à 1000 km/h. Comment croire que leur combinaison de plastique les protégerait de tels impacts? Comment croire que la NASA laisse ses astronautes courir un tel risque? Il y a 3 types de rayonnement ionisant. Le rayonnement alpha, arrêté par une simple feuille de papier. Le rayonnement bêta, qui est arrêté par une feuille d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur. Et le rayonnement gamma, qui est le plus nocif, puisqu'il faut une bonne épaisseur de béton ou de plomb pour l'arrêter. Les dégâts qu'inflige ce rayonnement à notre corps peuvent être très graves, allant de brûlures de différents degrés jusqu'à une mort plus ou moins rapide. Cela dépend de l'intensité et de la nature des rayonnements et du temps d'exposition. Il faut savoir que l'espace est parcouru en permanence par un rayonnement cosmique provenant du Soleil, d'étoiles ayant explosé ou de quasars. Ce rayonnement cosmique est composé de particules ayant une énergie très élevée. Ce sont essentiellement des noyaux atomiques se déplaçant à des vitesses voisines de la lumière. Et lorsque ces particules percutent un atome, le noyau de cet atome se casse, libère des neutrons qui vont heurter d'autres atomes, les brisant aussi. Et à chaque fois qu'un atome est brisé, il apparaît un rayonnement radioactif, alpha, bêta et gamma. Ce processus continue tant que l'énergie des particules est suffisante pour briser les atomes. On comprend les dégâts que cela peut occasionner à notre corps. Heureusement, ce rayonnement ne nous atteint pas sur Terre, parce que la plupart des particules cosmiques sont déviées ou piégées par le champ magnétique de la Terre, formant un bouclier qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Il fait plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur au-dessus de nous. Kelly Smith, ingénieur à la NASA, explique que les radiations de la ceinture de Van Allen sont un problème et qu'ils font des recherches pour savoir comment résoudre ce problème. Lorsque certaines particules traversent malgré tout cette ceinture, elles réagissent avec les molécules dans la haute atmosphère et n'arrivent pas jusqu'au sol. C'est cette réaction qui cause les magnifiques aurores boréales et australes visibles dans les hautes latitudes nord et sud de la planète. Les particules cosmiques engendrant les rayonnements gamma sont très énergétiques et arrivent à plus de 100 000 km par seconde. Elles traverseraient sans aucune difficulté les minces parois d'aluminium d'un vaisseau spatial, pénétrant dans le corps des astronautes, détruisant les cellules et endommageant gravement les brins des molécules d'ADN. Les pilotes d'avions de ligne, qui volent à 10 km d'altitude, subissent un rayonnement beaucoup plus élevé que nous au sol et sont suivis régulièrement par les autorités médicales. Pourtant, ils sont protégés par l'atmosphère qui capte les particules cosmiques résiduelles, diminuant leur rayonnement radioactif. Mais le rayonnement 400 km plus haut n'est pas nocif pour les astronautes. Sur Terre, on nous protège avec un épais morceau de plomb pour une radio dedans, et les astronautes dans la station spatiale resteraient plusieurs mois dans l'espace sans subir aucun désagrément, alors que c'est le même type de rayonnement. Il y a aussi l'anomalie magnétique de l'Amérique du Sud, provenant de la différence entre l'axe de rotation de la Terre et l'axe de son champ magnétique. À cet endroit, au niveau du Brésil Sud, la ceinture de Van Allen est très proche de la Terre, à moins de 500 km d'altitude, donc là où orbite la prétendue station spatiale. Les satellites qui passent régulièrement dans cette anomalie sont exposés pendant plusieurs minutes à de forts niveaux de radiation et ne réalisent aucune observation lorsqu'ils passent au-dessus de cette région, les risques d'avarie étant trop importants. Mais ce n'est pas dangereux pour les astronautes de la station spatiale. Il paraît qu'il aurait reçu un revêtement particulier pour supporter ces radiations. Ah bon, il existe donc un revêtement pour protéger des radiations. Mais alors pourquoi n'est-il pas utilisé pour protéger les satellites qui y sont exposés? Pourquoi n'est-il pas utilisé pour protéger le personnel travaillant dans les centrales nucléaires ou suite aux accidents nucléaires? Les tempêtes solaires génèrent un flux de particules à très haute énergie. Durant une éruption solaire qui peut durer de quelques secondes à quelques heures, la surface du Soleil libère des nuages de plasma qui arrivent à la Terre en 3 jours. Officiellement, la station est dans le champ magnétique de la Terre, faisant office de bouclier contre les rayonnements cosmiques.
Mais pendant une tempête solaire, le flux de particules est beaucoup plus important et traverse ce bouclier, à tel point que cela a déjà mis hors d'état certains satellites. Cela a aussi déjà causé de massifs pannes d'électricité, comme au Canada en 1989. Mais cela n'a jamais causé aucun dégât aux fragiles composants électroniques de la station. Cela n'a jamais causé aucun problème aux astronautes. Les astronautes reviennent sur Terre avec le module de retour russe Soyouz. Une fois que les 3 astronautes sont entrés dans le module, il est écarté de la station spatiale, puis des moteurs fusées sont allumés pour l'envoyer vers le sol. Ensuite, il est séparé en 3 parties, et seule la partie centrale atterrira. Les 2 autres parties se consumeront dans l'atmosphère. Pendant le retour, les astronautes ne peuvent absolument rien diriger pour plusieurs raisons logiques. D'abord, on ne dirige pas un engin de plusieurs tonnes tombant vers la Terre comme on dirige un avion. C'est le pilote qui dirige l'avion, alors que la trajectoire d'un engin dans l'espace est extrêmement complexe et ne peut être déterminée qu'en effectuant de longs calculs sur ordinateur. Avec seulement 2 petits hublots latéraux, les astronautes ne peuvent pas diriger. Il y a bien un périscope qui renvoie une image vidéo sur l'écran central, mais pensez-vous qu'on puisse diriger un engin tombant vers la Terre à la vitesse de 28 000 km/h qui accélère, qui n'a aucune stabilité, en n'ayant qu'un minuscule écran pour voir où l'on va? Un avion Rafale dispose d'un réacteur de 5000 kg de poussée et de plusieurs commandes de direction. Comment les astronautes font-ils pour diriger un engin tombant vers le sol à la vitesse de 28 000 km/h avec 10 petits moteurs de 10 kg de poussée chacun? D'accord, un Rafale doit vaincre la résistance de l'air alors que le module Soyouz évolue dans l'espace où il n'y a pas d'air, donc pas de résistance. Le Rafale vole à 1700 km/h. Le Soyouz pèse à peine moins lourd et tombe vers le sol à plus de 28 000 km/h. Il a une inertie énorme. Comment voulez-vous diriger un engin allant à une telle vitesse avec 10 petits moteurs fusées de 10 kg de poussée chacun? Et comment font-ils pour gérer individuellement la poussée de ces 10 moteurs? C'est pour cela que c'est ridicule de les voir feuilleter d'épais cahiers d'instructions. Parce que même si le commandant de bord découvrait l'anomalie, il n'aurait pas le temps d'intervenir. Le temps qu'il constate l'anomalie, qu'il trouve la bonne page de son manuel, qu'il lise l'instruction, puis qu'il applique, puis qu'il agisse sur les commandes, il n'aurait que 20 secondes avant que l'engin ne se crache au sol. Le module de retour a la même vitesse que la station lorsqu'il en est séparé, 28 000 km/h. C'est une vitesse énorme. Les avions de chasse volent à 1300 km/h. Là, il s'agit de 28 000 km/h, 7,8 km par seconde. Et le module doit ralentir jusqu'à atteindre la vitesse d'environ 100 mètres par seconde pour ouvrir ses parachutes et se poser. Mais comment fait-il pour ralentir? Il n'a pas de rétrofusée pour cela. Il ne peut qu'accélérer en tombant vers le sol. Selon la NASA, un plasma se formerait en haute altitude, ralentissant le module. Comme d'habitude, c'est impossible à prouver. Et pourquoi un plasma pourrait ralentir un objet de plusieurs tonnes tombant à une vitesse de 28 000 km/h? En fait, le module tomberait de plus en plus vite vers la Terre et finirait par se cracher au sol en quelques dizaines de secondes. Tout objet en chute libre dans l'atmosphère passe en autorotation. Il n'y a qu'un objet en forme d'œuf qui peut rester stable. Les parachutistes connaissent bien ce danger. S'ils ne contrôlent pas leur chute, ils vont tomber en tourbillonnant, et s'ils ne reprennent pas le contrôle à temps, la rotation deviendra si brutale qu'ils perdront connaissance et ne pourront plus ouvrir leur parachute. Dans cette vidéo, le parachutiste part en autorotation que pendant 2 ou 3 secondes, et il est à une altitude de quelques kilomètres. Imaginez un engin tombant depuis une altitude de 400 km. Ici on voit la chute libre de Felix Baumgartner, le seul humain à avoir sauté de 39 km. À cette altitude, il n'avait pas assez d'air pour le soutenir et il est parti en autorotation, qu'il a réussi à contrôler ensuite parce qu'il a toute une procédure à suivre pour arriver à récupérer sa stabilité. Mais comment un engin dont la forme n'est absolument pas aérodynamique, tombant de 400 km d'altitude, à une vitesse approchant les 30 000 km/h, pesant plusieurs tonnes et sans aucun moyen de contrôle, arriverait à rester stable? En fait, il tomberait en subissant des mouvements chaotiques tellement violents que cela tuerait les astronautes à l'intérieur. Ceux qui ont fait du parachutisme seront d'accord. Rien à voir avec la vidéo qu'on nous montre, où les astronautes sont tranquillement assis à regarder le panorama. Pourtant, ils tombent à maintenant plus de 30 000 km/h.
Remarquez aussi les stries obliques sur le module pour montrer les traces de friction de l'air. Comme si cet engin était tombé en gardant toujours le même angle. Ben voyons. Personne ne sait comment se comporterait le module de retour en chute libre depuis la haute atmosphère, parce qu'il n'existe aucun moyen de faire des tests. Il y a des souffleries subsoniques permettant d'étudier des avions en taille réelle, mais à des vitesses inférieures à 1300 km/h. Le module Soyouz tombe à 28 000 km/h en accélérant. Il y a des souffleries hypersoniques, mais les objets étudiés sont fixés, ne mesurent pas plus d'une dizaine de centimètres, et la vitesse de la soufflerie est inférieure à 4000 km/h. Dans les deux cas, cela n'a absolument rien à voir avec les conditions réelles, où le module de retour pesant plusieurs tonnes tombe en chute libre vers le sol à la vitesse de 28 000 km/h. Donc la NASA a soi-disant envoyé des hommes dans l'espace sans savoir comment se comporte un engin de retour tombant vers le sol à une telle vitesse. Le module de retour entre dans l'atmosphère avec une vitesse tellement élevée que le frottement avec l'air amène sa température à plusieurs milliers de degrés. Lorsque des météorites arrivent dans l'atmosphère, elles se consument en quelques secondes, formant les étoiles filantes. Et ce sont de gros blocs de pierre. Imaginez un appareil dont les parois ne font que quelques centimètres d'épaisseur. Bien sûr, on nous dira que la NASA a développé un produit résistant à ces hautes températures, etc. Admettons que cela résiste, mais cela n'isole pas. Il n'existe aucun produit permettant d'isoler d'une température de plusieurs milliers de degrés avec une paroi d'une épaisseur de quelques centimètres. Et chaque astronaute à l'intérieur du module serait rapidement cuit comme un poulet dans un four. Aucun appareil habité n'a jamais dépassé la vitesse de 7000 km/h. L'engin qui aurait atteint la vitesse la plus élevée dans l'atmosphère terrestre serait le Falcon HTV-2, appareil sans pilote qui aurait atteint la vitesse de 21 000 km/h. Mais l'armée américaine en aurait perdu le contrôle après quelques minutes et il se serait écrasé dans l'océan Pacifique. Il y a aussi le X-43, dont la vitesse de pointe serait de 11 000 km/h. Mais c'est aussi un engin sans pilote qui n'atterrit pas, et lui aussi a fini sa course dans l'océan Pacifique. Ces appareils restent de petits engins, profilés pour se déplacer rapidement dans l'atmosphère. Cela n'a rien à voir avec la forme et la dimension du module de retour Soyouz, qui ne peut tomber qu'en tourbillonnant. Le 3 octobre 1967, l'avion fusée X-15, volant à 7200 km/h, supportait une température de 1300 degrés. Cela a causé de nombreux dégâts. Mais depuis 1967, plus aucun de ces avions n'a jamais construit et n'a jamais volé. Pourtant, la NASA affirme qu'un engin entrant dans l'atmosphère à 28 000 km/h, avec 3 personnes à l'intérieur, arriverait à se poser en douceur sur Terre, alors qu'aucun humain n'a jamais réussi à voler à plus de 7000 km/h. Il n'existe qu'une seule vidéo prise à travers le hublot du module de retour. Il y aurait eu pourtant plusieurs centaines d'astronautes qui seraient revenus de la station spatiale avec ce module. Et une seule vidéo! Pourtant, les caméras comme les GoPro prennent très peu de place et ont une excellente définition. Et on aurait bien aimé visionner les images de ce que voient les astronautes à travers le hublot pendant le retour. Mais il n'existe qu'une seule vidéo et elle ne résiste pas à l'analyse. Pourquoi cette unique vidéo est-ce qu'ils n'ont pas mis le son? À la place, ils nous mettent une musique de supermarché. Pourtant, la rentrée d'un engin à plus de 28 000 km/h dans l'atmosphère doit faire un bruit assez impressionnant. Pourquoi cette vidéo est si courte? La rentrée dans l'atmosphère dure plusieurs minutes, mais la vidéo ne dure que quelques secondes. Pourquoi on ne voit pas d'image de la Terre, on ne voit qu'un vague défilement de couleur orange? Preuve que tout ceci n'est qu'un montage, et réaliser un trucage vidéo ou un bruitage audio de la rentrée dans l'atmosphère est impossible. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des avions en haute altitude pour filmer le retour du module dans la haute atmosphère? Ça devrait être un spectacle magnifique. Pourtant, la NASA sait exactement où doit arriver le module, puisqu'à peine celui-ci se pose, arrivent des hélicoptères et des 4x4. Les vidéos nous montrent bien le retour du module sur Terre, mais que dans les dernières secondes, que lorsqu'il se pose avec son parachute. Avant, on ne voit rien. Pourtant, la NASA nous montre une quantité incroyable de vidéos à l'intérieur de la station spatiale. Un tel déguisé en gorille, un autre se faisant un sandwich, d'autres qui jouent au ping-pong, d'autres qui jouent de la guitare, mais il n'y a pas une seule vidéo montrant la rentrée dans l'atmosphère, sur plus de 140 retours. Comment ça se fait que chaque module de retour atterrisse à quelques kilomètres du point prévu?
On voit systématiquement les hélicoptères, les véhicules arriver en quelques secondes. C'est impossible d'obtenir une telle précision avec un engin arrivant de plus de 400 km au-dessus de la Terre et après un déplacement de plusieurs milliers de kilomètres. Il y a trop de paramètres inconnus qui interviennent, la densité de l'air, les vents en haute altitude qui peuvent souffler à plus de 300 km/h. Et avec un écart de seulement 1 minute dans l'une des procédures, à cause de la rotation de la Terre, l'engin se poserait 500 km plus loin que le point prévu. Il faudrait alors plusieurs heures aux hélicoptères et encore plus aux véhicules pour arriver. Pourtant, ils sont toujours là, exactement là où le module atterrit. Quelle précision! Avant d'utiliser le module Soyouz, on utilisait la navette spatiale, ou shuttle, pour emmener les astronautes dans la station spatiale et les ramener à Terre en se posant comme un avion. L'ensemble de la fusée et de la navette pèse au départ plus de 2000 tonnes. La navette elle seule pèse environ 78 tonnes. Il y aura eu 135 missions avec cette navette spatiale. Le programme a commencé en 1981 et a été arrêté en 2011, soi-disant pour des raisons budgétaires. C'est plutôt parce que cela devenait trop difficile de cacher la fraude. Pendant toute la mission, la navette est attachée à la station. À la fin de la mission, elle est détachée et redescend vers la Terre avec des astronautes. Sa vitesse, qui est de 28 000 km/h, augmente rapidement et elle va parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant d'atterrir sur Terre. À ce moment, la navette vole en arrière et doit effectuer un demi-tour de 180 degrés. Pensez-vous qu'il est facile d'effectuer un demi-tour de 180 degrés avec cet engin pesant 78 tonnes, volant à 28 000 km/h et qui doit impérativement entrer dans l'atmosphère avec un angle très précis, un moment très précis et avec un angle très précis? Si la navette entre trop à l'horizontale, elle rebondirait sur l'atmosphère et serait renvoyée dans l'espace et ne pourra plus jamais revenir sur Terre. Si elle entre trop à la verticale, elle accélérerait sa chute, la friction de l'air serait trop importante et elle brûlerait ou se cracherait au sol. Il faut donc que la navette entre dans l'atmosphère avec un angle extrêmement précis. Et si elle rentre un peu trop tard dans l'atmosphère ou pas au bon endroit, elle pourrait arriver à plusieurs centaines de kilomètres du point prévu, donc s'abîmer en mer ou bien s'écraser en montagne ou dans plein désert. Comment les astronautes font-ils pour arriver à diriger un engin pesant 78 tonnes, volant en arrière et tombant vers la Terre à une vitesse de plus de 28 000 km/h? La navette a une telle inertie que c'est impossible de changer sa trajectoire. Selon la NASA, la navette ralentit en glissant comme un planeur et en effectuant plusieurs lacets en forme de S. Un planeur peut se ralentir en faisant des lacets parce que ses ailes s'appuient sur l'air et sont freinées par l'air. Mais dans l'espace, il n'y a pas d'air. Pourquoi des lacets pourraient ralentir la navette? Et lorsque la navette entre dans l'atmosphère, l'air n'est pas encore assez dense pour la soutenir et elle passerait rapidement en autorotation. À cette vitesse, cela deviendrait tellement violent que cela devrait disloquer les ailes. Ce petit avion perd une aile alors que sa vitesse n'est que de 100 km/h environ. Mais la navette pesant 78 tonnes et à une vitesse de 28 000 km/h n'aurait aucun problème. Bien sûr, les spécialistes diront qu'on n'a pas les capacités pour comprendre une trajectoire spatiale, mais quand même. Chute libre dans l'atmosphère d'un engin de 78 tonnes, à la vitesse de 28 000 km/h, depuis 400 km d'altitude, volant en arrière, etc., etc. Voici une photo de la NASA, soi-disant de la navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. Très bien. Une seule photo, en 135 retours. Une seule photo. Et aucune vidéo. C'est curieux, comme on aurait bien aimé avoir des vidéos, ça aurait été spectaculaire à voir. Mais il n'existe rien. Aucune vidéo. Et ce qui est curieux aussi quand on regarde cette photo, est-ce qu'elle vous donne l'impression d'être réelle? On dirait qu'elle a été retouchée et retouchée sur Photoshop. Lorsque la navette entre dans l'atmosphère, sa vitesse dépasse maintenant les 30 000 km/h. La friction avec les premières molécules de l'air engendre une augmentation de température de 1600 degrés, selon la NASA. Un avion-fusée volant à 4000 km/h voit la température de ses bords d'attaque passer à plus de 1000 degrés. Et la température de la navette ayant une vitesse de 30 000 km/h ne serait que de 1600 degrés. En réalité, la température extérieure de la navette
dépasserait de beaucoup les 1100 degrés officiels, ce serait plutôt 5000 degrés, et peut-être même plus. La navette spatiale était recouverte de tuiles en céramique, conçues pour absorber de grosses quantités de chaleur d'un côté, sans que la température n'augmente de l'autre côté. Comment des tuiles de quelques centimètres d'épaisseur pourraient subir plusieurs milliers de degrés d'un côté et moins de 100 degrés de l'autre côté? Comment ces tuiles étaient-elles fixées sur la navette? Des rivets fonderaient. Aucune colle ne résiste à de telles températures. Et si de telles colles existaient, elles seraient utilisées ensuite dans l'industrie. Et comment ces tuiles réagissent à la différence de température entre les moins 150 degrés dans l'espace et plusieurs milliers de degrés en rentrant dans l'atmosphère? Et comment se fait-il que les fenêtres à l'avant de la navette n'ont pas explosé sous l'énorme pression causée par la vitesse? Et comment ces vitres ont résisté à la température? Il n'existe pas de verre supportant de telles températures. Et aussi, comment est-ce que les pneus en caoutchouc, les vérins et leurs fluides, les dispositifs mécaniques auraient pu supporter une telle chaleur sans être dégradés? Aucun élastomère ou caoutchouc synthétique ne résiste à des températures de plus de 300 degrés. Or, la température de rentrée dépasse plusieurs milliers de degrés. S'ils ont inventé des élastomères spéciaux résistants à de très hautes températures, pourquoi ne les ont-ils pas utilisés ensuite dans l'industrie? Pourquoi on ne trouve aucun article scientifique sur ces élastomères si spéciaux? La NASA n'a effectué aucun test du comportement de la navette spatiale lors de son retour sur Terre, parce qu'il n'existe aucune soufflerie permettant de faire des tests avec une telle vitesse. La vitesse des souffleries les plus puissantes du monde, qui ont testé le comportement d'avions comme les Boeing, les Airbus et même le Concorde, ne dépasse pas les 1200 km/h, alors que la navette tombe vers la Terre à plus de 30 000 km/h. Les seuls essais ont été effectués avec la navette spatiale installée sur un Boeing volant à environ 900 km/h, donc à des vitesses 30 fois plus faibles. Bravo à NASA, quelle rigueur dans les tests! La navette rentre dans l'atmosphère à la vitesse de 28 000 km/h, mais la NASA fait des tests à la vitesse de 900 km/h. Cependant, on a bien vu la navette se poser de nombreuses fois sur Terre, escortée par des avions de chasse. Oui, la navette s'est bien posée 135 fois sur Terre, mais elle ne venait pas de l'espace. En fait, elle était attachée sur un avion et lâchée depuis 10 000 mètres d'altitude. Elle planait un moment, puis se posait devant les caméras. On a vu que ce système avait été utilisé pour soi-disant tester le comportement de la navette, et donc certainement aussi pour nous faire croire qu'elle revenait de l'espace. Pourquoi est-ce qu'il n'existe aucune vidéo, aucune photo de la rentrée de la navette spatiale dans l'atmosphère prise depuis un avion en haute altitude? Ça devrait être spectaculaire. Pourtant, il n'existe rien. Ils nous montrent quantité de vidéos des astronautes dans la station spatiale, mais ils ne peuvent pas nous montrer de vidéos de la navette rentrant dans l'atmosphère terrestre. Il y a bien cette vidéo. On y voit dans une petite fenêtre un vague point blanc montrant soi-disant la navette spatiale tombant vers la Terre. Franchement, avec les moyens qu'a la NASA, ils ne peuvent pas nous montrer des images plus spectaculaires de ce retour? Ou peut-être parce que c'est impossible de réaliser des trucages vidéo de ce retour dans l'atmosphère. Il existe des vidéos montrant l'intérieur du cockpit de la navette avec des astronautes pendant leur retour sur Terre. Pourquoi ces vidéos sont d'aussi mauvaise qualité? La NASA n'avait pas les moyens d'installer des caméras haute résolution dans le cockpit? Le flou est bien pratique parfois. Et pourquoi le son des commentaires des astronautes est d'aussi mauvaise qualité? La NASA n'a pas les moyens d'installer des sonorisations de qualité avec un budget de 10 milliards par an? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas le bruit de l'air contre les parois? Pourtant la navette tombe vers le sol maintenant à plus de 30 000 km/h, et cela ne fait aucun bruit. Écoutez aussi le ridicule des interventions à la radio. La navette tombe vers la Terre à plus de 30 000 km/h. Il y a quand même un certain danger. Est-ce que ces commentaires vous semblent appropriés à la situation? Et là aussi, aucun astronaute n'a pensé à filmer la rentrée de l'atmosphère à travers les hublots? Quel dommage, là aussi ça aurait été spectaculaire. Donc si la station spatiale n'existe pas, comment font-ils pour faire tous ces trucages? En fait, les trucages pour obtenir un effet en apesanteur existent depuis longtemps.
En 1950, Destination Moon était le premier film montrant des astronautes en apesanteur, avec des effets qu'on retrouve aujourd'hui. En 1957, le cinéma russe réalisait le film Road to the Stars, donnant l'impression que les astronautes étaient en apesanteur. En 1992, le magicien David Copperfield donnait l'impression de voler dans les airs pendant son spectacle. Il était suspendu à des câbles très fins qui prenaient la couleur du fond de la scène. Plus récemment, le film Gravity en 2013 se passe entièrement dans une station spatiale et les acteurs donnent en permanence l'impression d'être en apesanteur. Il y a de nombreux autres films où les acteurs sont aussi en apesanteur. Mais si le cinéma arrive à obtenir des effets donnant autant l'impression de la réalité, pourquoi la NASA, disposant de beaucoup plus de moyens, ne le ferait-elle pas elle aussi? Pour obtenir cet effet d'apesanteur, plusieurs techniques sont employées et mixées. La première, c'est le fond vert, la plus connue. Les astronautes sont filmés en studio devant un écran vert, puis avec un traitement informatique, l'écran vert est remplacé par des images que l'on insère. Sur cette image, l'astronaute Julie Payet. Les astronautes sont suspendus par des câbles. Ici, une scène du film Gravity avec Sandra Bullock. Ces câbles sont manœuvrés manuellement ou par télécommande. Ils sont fixés à un harnais très fin qui épouse le corps de l'astronaute. Ensuite, les câbles seront effacés de l'image. Ces moyens pour reproduire l'apesanteur sont développés depuis des années au centre de recherche de Langley. On se doute qu'ils ont inventé des machines beaucoup plus perfectionnées pour donner l'impression que les astronautes sont en apesanteur. La plupart des images de la station spatiale et des astronautes sont réalisées en images de synthèse par de puissantes stations de traitement de l'image. On voit ici un ingénieur ou un technicien qui est en train de travailler sur une image de la station spatiale. Et ce sont des images de synthèse. Voici maintenant quelques trucages utilisés par le film Gravity. Vous voyez qu'on arrive à combiner des images de synthèse et des images réelles d'une façon assez étonnante. Et si le cinéma arrive à obtenir de tels effets d'une telle qualité, pourquoi est-ce que la NASA, qui dispose de budgets de plusieurs milliards de dollars, ne ferait pas la même chose? Avec des effets encore bien sûr plus performants. Si on peut nous-mêmes réaliser des effets d'apesanteur avec un ordinateur domestique et quelques logiciels de retouche d'image, c'est encore plus simple pour la NASA qui dispose de budgets se chiffrant en milliards de dollars. Certaines séquences des astronautes sont tournées dans des avions en apesanteur pendant 20 secondes, parce que les vols réels en apesanteur ne peuvent pas durer plus longtemps. Puis ces séquences sont reliées entre elles pour donner une impression de continuité. Et enfin, on lit le tout avec des logiciels de traitement de l'image. Les images des astronautes en sortie extravéhiculaire sont tournées en piscine, dans de grands bassins équipés pour cela. Ensuite, le fond de l'image est masqué et remplacé par un autre fond, la Terre ou l'espace. Selon la NASA, le but de ces activités officielles en piscine est d'entraîner les astronautes à l'apesanteur. Cependant, entraîner les astronautes en piscine ne sert à rien, puisque les conditions sous l'eau n'ont rien à voir avec les conditions qu'il doit y avoir dans l'espace. Par exemple, l'eau ralentit les mouvements, encore plus quand on est coincé dans une épaisse combinaison, alors que dans l'espace, sans air, les mouvements ne sont pas ralentis. Les outils qu'utilisent les astronautes dans la piscine sont soumis à la gravité, ce qui ne serait pas le cas dans l'espace. Finalement, en mélangeant toutes ces techniques, les fonds verts, les astronautes suspendus par des câbles, les astronautes dans les piscines, un peu d'images de synthèse, la NASA arrive à produire une quantité de films régulièrement, donnant l'impression que les astronautes sont bien, en ce moment, au-dessus de notre tête, dans la station spatiale. Mais tout ça n'est qu'un roman, n'est qu'un film. Depuis la Terre, on peut voir un point jaune se déplaçant dans le ciel
ils nous disent que c'est la station spatiale avec plusieurs astronautes à bord. Il y a des sites où on peut avoir les heures de passage de la station spatiale selon la position de l'observateur. On peut aussi avoir la position de la station spatiale au-dessus de la Terre. Il y a aussi une émission soi-disant en direct depuis la station spatiale, NASA Live. Parfois on y voit la Terre vue depuis l'espace, c'est peut-être la seule chose de vrai dans tout ce mensonge, mais le plus souvent on ne voit rien du tout. Pourquoi les émissions en direct depuis soi-disant l'intérieur de la station spatiale sont si rares? Pourquoi la qualité des images est si mauvaise? La NASA n'a pas les moyens de mettre des caméras de qualité, encore une fois? Le flou est bien pratique pour cacher les détails. Et pourquoi on y voit si peu les astronautes? Pourtant 6 personnes, parfois 12 dans un espace de 200 mètres carrés. Cela doit se voir, non? Et lorsqu'on arrive à voir la station spatiale depuis la Terre à l'œil nu, on ne voit qu'un gros point brillant légèrement jaunâtre se déplaçant lentement dans le ciel. Il faut un télescope suffisamment puissant pour voir plus de détails. Pour réaliser l'image ci-contre, il faut un télescope d'au moins 400 mm d'ouverture, disposant d'excellentes optiques qui doit être utilisé avec un système de pointage, un système de suivi et nécessitant un certain niveau de connaissance pour l'utiliser. L'ensemble coûte pas loin de 10 000 €. Même avec un bon télescope, l'image obtenue reste floue et il faut la traiter avec des logiciels de retouche vidéo pour la rendre plus nette. Au final, qu'est-ce qui prouve que ce point qui se déplace dans le ciel est une station spatiale avec plusieurs astronautes à bord? Ce n'est en fait qu'un ballon argenté en orbite à 400 km au-dessus de la Terre, avec quelques panneaux solaires, quelques caméras filmant la Terre et des émetteurs-récepteurs radio. Mais pas un seul astronaute, bien sûr. Quelles avancées technologiques y a-t-il eu grâce à ce laboratoire spatial? Aucune. Rien de nouveau n'a été découvert dans cette station. Aucune nouvelle technologie n'a été découverte dans la station spatiale. On a inventé de nouvelles technologies sur Terre, puis la NASA les a utilisées et améliorées pour réaliser cette histoire. Mais rien n'a été inventé ou découvert dans la station qui ait été ensuite suivi d'un développement industriel. On nous parle de médicaments produits en apesanteur, mais il n'existe aucun médicament fabriqué dans cette soi-disant station spatiale qui serait ensuite utilisé pour soigner. Il existe bien de nombreuses parutions dans des magazines scientifiques sur les recherches réalisées soi-disant dans la station spatiale. En fait, des expériences bien réelles sont menées en apesanteur, dans des avions équipés pour cela, ou dans des fusées sans personne à bord. Ces fusées montent jusqu'à une altitude de 200 km environ, puis redescendent sur Terre, permettant d'obtenir quelques minutes d'apesanteur au lieu des 20 secondes avec un avion. Ce sont des recherches réelles en apesanteur, dans des avions ou dans des fusées, mais certainement pas dans cette prétendue station spatiale. La station spatiale aussi serait un laboratoire scientifique pour tester les technologies nécessaires à la conquête de l'espace, installer des colonies sur la Lune ou sur Mars. En fait, il s'agit plutôt d'un laboratoire pour continuer à exercer leur fraude. Maintenir cette prétendue station en orbite coûte plus de 10 milliards par an, soit 150 milliards de dollars depuis 18 ans. Il faut bien comprendre l'énormité de ces chiffres. 150 milliards de dollars, cela représente près de 11 millions d'années de travail au SMIC pour une personne. Et leur affaire n'est qu'à 400 km de la Terre. Il faut être un peu réaliste. Combien cela coûterait pour envoyer plusieurs astronautes sur la Lune à 400 000 km de la Terre? Et sur Mars à 70 millions de kilomètres de la Terre? Et surtout, pourquoi faire? Il y a peut-être des problèmes plus importants sur Terre que de nous faire croire à leurs films de science-fiction. Ce sont 10 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année, 150 milliards de dollars depuis 18 ans pour ce mensonge. Imaginez ce qu'on pourrait faire dans le monde avec cette somme. Il s'agit de notre argent, l'argent provenant des impôts qu'on paye, parce qu'il n'y a pas que la NASA. Il y a aussi l'ESA, l'agence spatiale européenne, Roscosmos, l'agence russe, et l'agence spatiale chinoise. Toute cette industrie donne des salaires confortables à des dizaines de milliers de personnes dans le monde. On comprend qu'ils n'ont pas trop envie de se poser de questions. Ils font maintenant la promotion de prochains voyages habités vers la Lune et vers Mars. Le 15 novembre 2016, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolera vers la station spatiale. On va suivre de près.
voici la partie la plus délicate. Comment tromper autant de monde? Comment se fait-il que jamais personne n'a parlé? Des dizaines de milliers de personnes travaillent tous les jours en ce moment sur cette histoire. Plus de 500 astronautes seraient soi-disant allés dans l'espace. Et jamais personne n'a parlé. Les astronautes qui donnent des conférences semblent sincères. Cela se verrait s'ils mentaient, avec le nombre de vidéos qui sont réalisées presque tous les jours. Leur famille, leurs proches finiraient par avoir des doutes. Cela finirait par se savoir. La seule explication serait la programmation mentale. Avec des techniques appropriées et sur quelqu'un consentant, on peut changer sa perception de sa réalité. Il voit et vit autre chose que ce qu'il y a réellement. Le fascinateur canadien Mesmer est un spécialiste. Il y a aussi le français Jean-Emmanuel Combe de Street Hypnose et bien d'autres. Allez voir leurs vidéos, c'est vraiment spectaculaire. Mais dites-vous bien que si un spécialiste arrive à changer l'état de conscience d'un individu inconnu en quelques secondes, imaginez quel résultat peut obtenir la NASA après des années et des années de programmation mentale sur un astronaute obéissant et docile. Il faut savoir qu'on ne devient pas astronaute en étant inscrit à Pôle emploi. Il faut remplir des conditions très strictes et les sélections sont sévères. En 2010, il y a eu 9000 candidats, un seul a été retenu. Ces sélections comportent de nombreux tests psychologiques qui vont déterminer si le candidat a le profil pour cet emploi. On se doute aussi qu'ils vont retenir quelqu'un obéissant et docile. Entre toutes les activités qu'il doit effectuer pour réaliser sa future mission dans l'espace, le futur astronaute subit alors une programmation mentale progressive pour le rendre totalement soumis, manipulable. Peut-être même qu'on lui fait avaler quelques pilules spéciales pour faciliter le traitement. Mais le mensonge ne lui est jamais révélé. Ni avant ni après, bien sûr. Juste avant le décollage de la fusée, peut-être qu'on lui fait une piqûre pour l'endormir. En tout cas, il est maintenu dans un état second pendant toute la mission et bien sûr, il est caché dans un endroit secret. Lui, il est éveillé, l'astronaute, il est conscient, mais il voit autre chose que cette réalité. Même lorsqu'il est filmé suspendu à des câbles, il pense être dans la station spatiale. À la fin de la mission, il est placé dans le module de retour qui est lâché depuis un avion en haute altitude, et l'astronaute est persuadé d'avoir passé plusieurs mois en orbite autour de la Terre. C'est le seul moyen pour expliquer ce trucage. Ou alors, ce sont des menteurs professionnels, et ils sont très forts, mais c'est possible aussi. L'astronaute reçoit un salaire de 9000 € par mois, sans avoir vraiment besoin de travailler. Même s'il commençait à avoir des doutes, pensez-vous qu'il va parler? La NASA dépense plus de 10 milliards par an pour ce mensonge. Payer 560 astronautes ne représente que 0,6% du budget annuel pour la station spatiale. C'est rien. On se doute aussi que si un astronaute ou un employé tentait de dire la vérité, la NASA et les autres agences spatiales disposent d'assez de moyens pour le faire taire d'une façon ou d'une autre. Il y a tant d'argent derrière tout ça qu'une vie humaine ne compte pas pour eux. Les dizaines de milliers de salariés travaillant sur ces missions ne se posent pas de questions parce qu'ils sont persuadés que la station spatiale existe. Ils sont aussi persuadés que des astronautes sont allés sur la Lune et que la bombe atomique existe. Ceux qui savent ne disent rien parce que s'ils parlaient, ils perdraient leur emploi et seraient bannis à vie de leur activité, ne trouveraient plus de travail. Tous préfèrent se taire car ils ont un bon salaire et une situation confortable, ou une famille à nourrir et des crédits à rembourser. Ceux qui savent et qui parlent sont une infime minorité et sont considérés comme complotistes. Dans le passé, on disait hérétiques et ils étaient brûlés vifs. D'ailleurs, c'est possible que dans peu de temps, on interdise ce genre de site, ce genre de vidéos, pour écarter les internautes de notre dangereuse propagande. Faites des sauvegardes.